Il y a œuvre, donc l'œuvre et l'œuvre. Et on ne peut pas savoir lequel est masculin et lequel est féminin parce que c'est L', parce que le mot commence avec un O. Donc moi je pensais que c'était la même chose. Je ne savais pas qu'il y avait deux œuvres, que c'était l'œuvre. Pour moi l'œuvre c'est l'œuvre, et puis voilà. Et puis un jour, je suis tombée sur un titre de livre. C'était un livre fait par une amie et j'étais même très étonnée parce qu'elle ne m'avait rien dit. C'était vraiment une cachottière. Et c'est marqué « L'œuvre raisonnée de tel artiste ». Et d'abord, j'ai dit « Waouh !» Tout d'un coup, il y a l'œuvre raisonnée de cette amie. Je ne savais pas. Et puis, avec stupéfaction, avec consternation, je vois l'œuvre raisonnée et E accent aigu, et il n'y avait pas de E après. Ce n'était pas, il n'y avait pas il n'y avait pas d'accord avec l'œuvre. Et j'étais vraiment très embarrassée. J'avais envie de l'appeler, de dire mais il y a une erreur dans le titre, l'œuvre raisonnée, mais il n'y a pas le E. C'est embêtant parce que c'est un livre qui est sorti là, c'est gênant. Mais je me suis dit non mais c'est moi, j'ai un truc que j'ai pas compris. Et j'étais vraiment, ça m'a donné un malaise. D'abord parce qu'elle avait une œuvre raisonnée, je savais pas. Bon, et après c'était mal écrit, donc petite vengeance, mais en même temps j'y croyais pas trop. Donc après j'ai compris qu'en fait il y a œuvre et œuvre. C'est-à-dire œuvre masculin et œuvre féminin. Et quand j'ai su ça, j'étais soulagée. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Effectivement, c'est œuvre raisonnée, E accent, et il n'y a pas de E parce que c'est œuvre au masculin et pas au féminin. Alors, je pense que il doit exister encore des artistes qui ne savent pas. Je ne sais pas si tu savais, voilà. Il y a une différence entre œuvre et œuvre. Donc, l'œuvre ou l'œuvre, c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose exactement. Donc, voilà. Maintenant, on le sait qu'il y a œuvre et œuvre. Et alors, c'est quoi la différence ? Alors, tu veux savoir la différence ? Oui. Bon. Voilà. Bon, ben c'est très simple. L'œuvre, c'est la pièce. Donc, ça, je sais pas, ça c'est une œuvre. Donc, ça c'est au féminin, c'est une œuvre. Et l'œuvre masculin, c'est toute l'œuvre, c'est toutes les œuvres qui sont dans l'œuvre au masculin de l'artiste. C'est pour ça qu'on met l'œuvre raisonnée. C'est au masculin quand c'est le tout et au féminin quand c'est une partie. Et je ne le savais pas. Me voilà renseignée et je saurai désormais distinguer entre l'œuvre et l'œuvre. Très important. C'est indispensable pour la vie de savoir la différence entre... C'est une information. On ne peut pas dire que c'est une information qui nous ravit, mais... Ça peut sauver une vie. C'est une information. Voilà, vous voilà. Enfin, je suis sûre que tout le monde sait, sauf moi et peut-être vous, mais moi, j'avais aucune idée de ça. En anglais, ça n'existe pas. En espagnol, ça n'existe pas. En japonais, ça n'existe pas. En français, il y a les deux. Mais tu t'es renseignée ? Savoir si ça n'existait pas dans d'autres langues ? Bah, je sais en anglais. Oui, en anglais, tu sais, c'est ta langue maternelle. Oui, et puis en japonais, c'est sakuhin. Voilà, et puis en espagnol, obra, la obra ou una obra. Mais chez nous, il y a une distinction quand même. Voilà. Alors, la paix, c'est le contraire de la guerre. Donc, logiquement,
ce n'est pas souhaitable qu'il y ait la guerre. Donc, on va dire que la condition normale de l'existence, c'est en paix. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, pour avoir la paix dans le monde, je pense qu'il y a plein de choses à voir. J'en ai déjà un petit peu parlé avec Jugement. Tout simplement, il faudrait totalement renverser ce système capitaliste. Et comment faire ça? Évidemment, il ne s'agit pas de tout casser, bien sûr que non, mais je pense que la clé, c'est de revoir la question de la propriété privée et de scinder en deux la propriété individuelle ou éventuellement familiale des choses qu'on a personnellement, même sa maison, en tout cas ses affaires, avec la propriété plus vaste, donc la propriété des moyens de production. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes ou même exemple des fonds de pension qui détiennent des ressources si importantes parce que leur pouvoir de nuisance, leur comportement de prédateur est évidemment extrêmement dangereux. Et c'est ce niveau de propriété qu'il faudrait attaquer. Il faudrait trouver les moyens par des traités, par les moyens les plus importants, de renverser ça et de faire en sorte que ça soit plus possible d'acheter et vendre des entreprises, licencier les gens, acheter des terres, faire des mines, exploiter les enfants. Enfin, c'est tellement évident, mais il faudrait s'attaquer au niveau juridique à la propriété privée et au droit de piller le monde, quoi. Donc, ça, c'est bien sûr, pour la paix, c'est-à-dire pour vivre harmonieusement ensemble dans le monde que nous avons, qu'on a la chance d'habiter. Après, on peut parler de la question de la paix intérieure. Quand on parle de paix intérieure, on voit ça un peu comme une problématique un peu spirituelle, un peu comme s'il fallait se mettre au diapason par rapport à nous-mêmes, notre âme, pour ne pas souffrir. Et moi, je ne crois pas trop à cette notion de paix intérieure comme étant un problème, spirituel. Je pense qu'on est né avec une paix intérieure, on est né dans un bon état. De la même manière que les animaux, on ne pourrait pas dire qu'ils n'ont pas de paix intérieure. Un chat, si tu regardes un chat, on ne va pas dire il a un problème avec sa paix intérieure. Il a la paix intérieure tant qu'on ne le maltraite pas. Si par exemple à chaque fois le chat veut faire caca, on le frappe, il va être très nerveux, il va être mal, et donc il aura un problème d'équilibre intérieur. Et c'est pareil avec nous, si on nous maltraite, c'est pour ça qu'on a des difficultés dans notre équilibre, ça résulte d'agression, c'est de maltraitance, de manque grave, enfin des manques de subsistance qui nous mettent dans un état d'angoisse. Donc, c'est plutôt ça qu'il faudrait corriger. Donc, il faudrait aller à la cause, encore une fois. Pour avoir la paix intérieure, il faut nous foutre la paix, en fait. Il faudrait nous permettre de vivre sans harcèlement, sans exploitation. Il faudrait juste nous laisser vivre. Et la paix, elle est naturelle. Enfin, elle coule de source, en fait. Elle se donne dès que, par exemple, tu commences à taper sur une plante, tu laisses la plante tranquille, elle va se remettre à grandir, elle va se mettre à s'épanouir. Donc on n'a pas besoin de chercher une paix intérieure, mais plutôt d'éliminer tout ce qui nous empêche d'avoir une paix intérieure. Donc d'avoir la paix, en fait, d'être dans un état d'équilibre. Et je pense qu'on peut aider les autres de ce point de vue-là, non pas par la psychologie, même si souvent les psychologues sont très bienveillants, mais je pense qu'en étant attentif aux autres, on peut sentir qu'il y a une inquiétude, tout simplement, quand il y a des inquiétudes, en particulier les enfants, les adolescents, mais des adultes aussi. Et par exemple, une des inquiétudes, ça semble peut-être un peu
un peu surprenant, mais une des inquiétudes, c'est un manque d'information, d'être mal renseigné, d'être dans le doute par rapport à des choses qu'on devrait savoir. Et donc, je pense que quand on est bienveillant, si on sent que l'autre, il lui manque de l'information, il faut lui donner tout de suite. Il ne faut pas retenir, il ne faut pas être radin avec l'information. Il faut expliquer les choses. Si la personne a du mal à comprendre, il faut se dire mais pourquoi la personne a du mal à comprendre? Peut-être qu'il y a une information qu'il fallait avoir déjà pour pouvoir... Il faut prendre le temps et expliquer. Et c'est incroyable comment une simple information, on voit le visage de la personne changer. Ah oui, parce que c'est très important l'information. Donc on peut aider de cette façon-là, on peut aider aussi en disant des choses gentilles, tout simplement. Par exemple, je crois que si tu trouves que quelqu'un travaille bien, il faut le dire. Il ne faut pas être radin, il ne faut pas être mesquin. Il faut le dire. Il ne s'agit pas de flatter, il ne s'agit pas non plus de comment dire, de faire en sorte que la personne devienne prétentieuse ou se ramollit en pensant que voilà, ça y est, tout est fait, que c'est bon, j'ai plus besoin de faire un effort. C'est un peu ça l'idée, d'être un peu méchant. À l'école, par exemple, on va être méchant pour que les enfants sentent « Oh là là, non, j'ai pas encore le niveau, il faut continuer à travailler. » Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense qu'au contraire, il faut encourager et ça veut pas dire voilà, vous êtes extraordinaire, vous êtes très intelligent, vous êtes meilleur, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Pas du tout, pas du tout. Mais juste dire que c'est bien, que c'est très bien, c'est très intéressant, c'est un bon travail. Là, tu as vraiment trouvé un truc intéressant. Là, c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est vraiment des mots simples et une attitude bienveillante. Et ça permet à la personne d'avoir un peu plus de confiance en soi. Et c'est cette confiance en soi qui est fondamentale pour être équilibré et avoir cette espèce de paix. C'est la confiance en soi, ne pas se sentir en danger à tout instant. Pour moi, c'est très simple en fait, la paix. Le quotidien d'un artiste graveur. Alors, j'ai réfléchi et j'ai essayé parce que c'est difficile de décrire tout le quotidien, mais on peut dire grosso modo, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il y a des phases dans la création. Donc, mettons que la première phase, c'est la phase où on part un peu de zéro, où on a l'idée et on va commencer à la travailler. Cette phase-là demande beaucoup d'énergie et beaucoup de liberté. Donc, quand je suis dans cette phase-là, je ne m'impose pas, par exemple, une heure précise pour me lever. Je pourrais, par exemple, dormir une heure de plus. Je m'accorde ça. Mettons, je me lève à 8 heures au lieu de me lever à 7 heures ou même avant. Et puis, si, par exemple, sur le chemin, j'ai envie de flâner un tout petit peu, de parler avec un voisin ou rester, regarder dans une librairie ou juste marcher lentement, tout simplement. Je le fais, puis j'arrive ici très très calme. Et puis, je ne vais pas me jeter sur le plan de travail, commencer à sortir ma feuille un peu comme à l'école, pas du tout. Je vais tourner dans l'atelier, je vais regarder par la fenêtre et puis je vais voir qu'il y a une toile d'araignée dans le coin là. Et en fait, je suis en train de faire un petit peu des cercles comme un chien qui va dormir, qui va faire une espèce de place très confortable, que je tourne dans l'atelier, je déplace mon crayon, il faut qu'il soit là, non, en fait, il faut qu'il soit, non, mais il ne me faut pas un autre crayon, ah ben tiens, non, tu vois, enfin, il y a plein de raisons de ne pas commencer tout de suite, et puis, petit à petit, je sens l'énergie qui monte, et puis, je me lance, donc je m'assois et je commence à faire des croquis, à dessiner, à réfléchir.
Et puis, bah, c'est un peu comme si on me jetait de l'extérieur, hein. C'est si curieux comme ça, sensation. Ce n'est pas comme si moi je sors les idées de ma tête, mais comme si les idées arrivent comme des balles, comme ça, hop, hop, hop. Et tout d'un coup, ça commence à venir assez rapidement, hop, hop. Et j'essaye de les attraper comme ça. Et puis, je les mets sur le papier, tac, 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 comme ça. Le plus possible, il y en a qui passent trop vite, mais j'essaie de les attraper. Et je fais des gribouillis sur le papier, je fais quelques petites notes. Et puis, à un moment donné, les balles viennent un peu moins fréquemment. Et puis, à un moment donné, ça ne vient plus du tout. Alors là, c'est exactement le moment où il faut ne pas s'angoisser, ne pas dire il y a plus de balles, j'ai plus d'inspiration. Ben non, c'est bien, il y a déjà quelques balles, c'est bon là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Surtout pas commencer à les formaliser, à les classer, surtout pas. Je laisse je bouge pas ma feuille, je laisse comme ça. Et puis je peux me mettre à faire complètement autre chose, par exemple. Sortir une ramette de papier, combien de feuilles j'ai, nettoyer le plan d'ancrage, vérifier mes encres, passer une commande, faire des choses qui n'ont rien à voir et qui sont parfaitement utilitaires et nécessaires. Et comme ça, j'oublie un peu ce que je suis en train de faire, parce que sinon, je risque de réfléchir et commencer à douter. Donc ça, c'est mieux de juste laisser de côté, comme si ça n'existait pas, et passer à des choses très, très pratiques. Le balai traîne dans la cour. Allez, je vais balayer un peu, et puis je vais prendre note qu'il faut que j'achète tel ou tel produit. Et en fait, je vais me rendre utile à l'atelier comme ça, et puis je vais rentrer assez tôt, en fait. Et je me sens pas fatiguée, pas vraiment fatiguée, mais je sens qu'il faut pas trop travailler non plus, parce qu'il faut que je me préserve pour le lendemain. En général, j'enchaîne avec des choses très utilitaires, des trucs administratifs, répondre à des mails, faire tout ce que j'ai à faire qui me préoccupe un peu pour que le lendemain, je sois vraiment très libre dans ma tête. Et le lendemain, j'arriverai, et puis peut-être je vais me mettre à travailler de manière plus rapide. J'aurai moins besoin de tourner. Et les balles vont commencer à venir, je vais les attraper. Et en général, cette phase-là, ça dure entre 3 jours et 10 jours. En général, c'est une phase qui dure une dizaine de jours au maximum. Et c'est donc la phase de création, où les idées arrivent, et puis on les couche sur papier très rapidement. C'est des notes, en général, c'est des croquis. Voilà, donc c'est une période assez cool. On est sympa avec soi-même. Si on a envie de faire une petite sieste là sur le plan de travail, on le fait. On se force pas du tout. Donc c'est une phase quand même intéressante, mais on n'a aucun résultat concret, hein. C'est que des petits gribouillis, hein. Arrive la deuxième phase. Alors la deuxième phase, là on retrousse les manches et on vient. Donc en général c'est un lundi matin. En général je commence tout le lundi matin. J'arrive et là c'est un peu cruel parce que je sors mes notes et je les regarde. Je dis bon mais c'est quoi tout ça? Est-ce que je comprends quelque chose déjà? Et puis qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et là je commence à dessiner. C'est vraiment l'épreuve de feu parce qu'en fait est-ce que l'idée va prendre ou pas? C'est peut-être ça mène nulle part, que finalement je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. Et en tout cas, je me mets à dessiner. Et là, soit ça passe, soit ça casse. Parce que je ne vais pas faire les choses qui ne me plaisent pas ou qui ne sont pas convaincantes, parce que c'est une perte de temps. Donc là, je prends l'idée un peu par le col et je le secoue et je cherche et je lutte avec jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me plaît. Et ça peut être assez douloureux parce que des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut. Et des fois, on recommence. Et à la fin de la journée, on quitte l'atelier, on sait que c'est pas bon, quoi. C'est vraiment... on a essayé, le papier est presque... tout déchiré, tellement on a effacé, recommencé. Et puis on fatigue, on commence à avoir la fatigue parce qu'on est un peu fixé autour de quelque chose et il suffit d'imaginer, on va passer 8 heures
à regarder des petits traits comme ça, collés comme ça, et on n'a aucune béquille, quoi. Et ça ne vient pas, et ce n'est pas bon ce qu'on fait. Et on est vraiment très fatigué à la fin de la journée. Et en général, je rentre. Bon, des fois, je sais que c'est bon, mais en général, c'est pas très bon. Donc, je rentre et je suis un peu, ouais, je doute. Et là, c'est pas le moment de faire de l'administration. Là, par contre, je prends le journal et j'essaye d'oublier tout ça. Et je vais lire n'importe quoi. Je vais lire sur ce qui se passe dans le monde et je vais essayer vraiment d'oublier ma journée. Et voilà, donc c'est une période assez difficile. Ça peut durer, on va dire, un travail comme ça. Oui, ça dépend du projet, hein, mais ça peut être ouais, 2 ou 3 semaines passées comme ça. Hein. Sinon, le minimum serait une semaine, je pense, mais c'est plutôt 2, 3 semaines, voire un mois de dessin, de préparation. Une fois que ça c'est fait, donc en général, on améliore le lendemain. Hein. Des fois, le surlendemain, on finit par trouver. Après ce travail-là est fait, on se repose un tout petit peu, on va faire un week-end un peu plus sympa, un peu plus détendu. Et puis la troisième phase commence, c'est la phase, comment est-ce que j'avais appelé cette phase-là, d'exploration, de fabrication. Et c'est la phase où on va commencer la gravure elle-même. Et là, c'est une phase vraiment magnifique parce que le plus gros a été fait, l'idée a été trouvée, les solutions, on va dire, ouais, c'est un peu comme une des formules, tout a été plus ou moins découverte. Et là, on va l'appliquer. On va l'appliquer à une plaque, on va choisir la technique, on va choisir le support, on va décider si on fait une plaque ou plusieurs plaques, quel est le format. Et on va faire des essais, des expériences et on va découvrir au fur et à mesure des nouvelles possibilités. C'est ça qui est merveilleux avec la gravure. On a un grand choix de techniques et franchement, on a l'impression de revenir à l'état d'enfance parce que en fait, on découvre tout en faisant. On découvre, c'est très empirique. Et là, on n'a pas envie d'arrêter en fait, et on rentre en général tard. Et on n'a même pas envie de quitter l'atelier. Hein. C'est vraiment une phase magnifique. C'est pas fatigant en fait. Physiquement, ça peut être fatigant, mais plus on fait, plus c'est beau. C'est très excitant. On trouve toujours mieux de ce qu'on imaginait. Et voilà, donc il y a cette très belle phase-là, la meilleure phase. Et puis la toute dernière phase, c'est la production. Alors la production, tout est en place. On a les plaques, tout est prêt. Et pour arriver à faire les tirages, il faut changer de casquette et on devient l'ouvrier qui va faire le travail d'exécution. Et donc, il faut se lever tôt, il faut arriver à l'atelier tôt. Si on peut arriver à 7h30, c'est très bien. Et puis, il ne faut pas traîner, quoi. Il ne faut pas faire, comme j'ai dit au départ, aller chercher la toile d'araignée dans le coin. Et ça, on s'en fout de ça. Vraiment, on s'en fout de tout. Le balai traîne dans la cour. Il y a je sais pas, il y a un produit qu'on aurait dû commander, on a oublié. On s'en fout. On se concentre, on cherche son encre, on prend son papier, la plaque. Et on se met à bosser et le monde n'existe pas et on se fout de tout et vraiment on se concentre sur ce travail-là et à la fin de la journée on est fatigué, vraiment physiquement très très fatigué. On piétine toute la journée, c'est des grands mouvements comme ça, c'est une concentration extrême parce que si on a passé 3/4 d'heure à ancrer une plaque et après on oublie un petit truc, c'est du temps perdu, c'est du papier gâché, on est très très concentré. Et voilà, la fin de la journée, on essaye de ne pas travailler trop longtemps quand même, ne pas faire trop d'heures. 8 heures, c'est suffisant. Hein. Si on fait plus, on peut commencer à vraiment fatiguer. Donc, on s'impose un horaire, un peu comme dans une entreprise. Enfin, quand on est employé, hein, il y a un horaire imposé pour nous préserver.
et on reprend le lendemain et on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, il n'y a pas de oh, bah, je ferai ça plus tard. Ah non, non, non. Là, on y va jusqu'au bout parce qu'on a déjà ouvert nos pots. Il y a les encres qui vont s'abîmer. Enfin, on a coupé le papier. Là, il faut y aller, quoi. Donc, on fait ces tirages. Et à la fin, on est exténué et bien content d'arrêter parce que, comme j'ai dit, c'est fatigant. Et puis après, ben, on va se détendre et peut-être, je sais pas, faire d'autres choses pendant quelques jours, aller au musée ou faire beaucoup de ménage à la maison. Ou, voilà, faire autre chose, quoi. Un petit peu, quoi, quand même. Hein. Donc, ben, c'est ça un peu la vie quotidienne. Le week-end est passé aussi à travailler sur le plan administratif. Donc, on travaille beaucoup. J'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont marquée, comme nous tous. La première rencontre qui m'a vraiment marquée, c'était avec une Allemande et elle était très politisée et moi je ne l'étais pas. Et on a eu des longues discussions et j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. J'ai fait l'avocat du diable. Donc tout ce qu'il me disait, je contredisais. Et on a eu des discussions vraiment très intéressantes. Et je pense qu'elle m'a marquée parce que après être passée par elle, après avoir été amie avec elle pendant quelques mois, je pense que vraiment j'ai beaucoup changé, j'ai vu le monde différemment. Donc c'est une très belle rencontre. J'ai pas pu continuer l'amitié parce qu'on était dans des pays différents et parce qu'elle était quand même assez extrême dans ses goûts, dans ses exigences et je pense que les choix que j'ai faits après n'étaient pas à la hauteur pour elle. Je sais pas ce qu'elle est devenue, c'est dommage, mais en tout cas, c'est une rencontre qui m'a vraiment marquée et je suis très contente de l'avoir connue. Et puis la deuxième rencontre très importante que j'ai faite, c'est avec mon mari, que j'ai rencontré très jeune. Et là, c'était pas tellement la discussion politique, mais plutôt l'ouverture sur une autre culture. Donc lui, il est mexicain. Et il m'a vraiment montré le chemin pour que je comprenne qu'est-ce que c'est la culture mexicaine, que je change un peu ma façon de voir le monde et de moi-même de me conduire. J'étais au Mexique avec lui très tôt. Et je peux pas dire que c'était le coup de foudre en fait avec le Mexique. C'était même plus que ça. C'était pas le coup de foudre, mais plutôt ça m'a juste imprégné très fortement. C'est un peu comme si ça m'a transformée, même sans que je puisse dire ah mais c'est ça que j'aime et c'est ça que j'aime. Bien sûr, il y a des choses qui m'ont énormément plu, mais il y a aussi des choses qui m'ont un peu moins plu. Mais c'est juste que je crois que ça vraiment ça m'a transformée. Ça m'a permis de fonctionner autrement, de me connecter aux gens autrement, bien sûr, d'apprendre l'espagnol, de voir un fonctionnement familial différent, de bouger dans un pays très très grand. J'ai découvert les volcans, par exemple. J'ai découvert une échelle que je n'avais pas du tout ici. Et j'ai eu même des mésaventures là-bas. On a failli se faire assassiner. Donc j'ai eu une presque rencontre avec la mort. Donc je peux pas dire que c'était des vacances romantiques ou particulièrement agréables. C'était une rencontre très forte. Et puis j'ai continué mon chemin ici et à l'université. J'ai eu l'occasion de faire des études sur la conquête de l'Amérique. Donc je faisais des études de littérature. Et c'était une matière où on travaillait sur des corpus de textes qui relataient la conquête. Et là, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont vraiment bouleversée pour le coup. Là, c'était vraiment un choc.
J'ai lu Bartolomé de las Casas, La triste histoire de la conquête de l'Amérique. Et bon, bah, il y a eu un avant et après. Et donc, ça m'a tellement bouleversée que là, du coup, le Mexique est devenu un peu aussi un enjeu politique. Et ça me sortait un petit peu des codes qu'on a ici et même de l'Angleterre où j'étais aussi je dirais dans un milieu assez politisé parce que j'étais dans une université où mon prof était marxiste et où il y avait des idées. C'était l'époque des idéologies assez bien définies, assez carrées quoi. Donc c'était un peu un héritage un peu lourd. Et le fait de connaître le Mexique, ça m'a permis de changer un peu mon point de vue, non pas pour renier le marxisme, loin de là, mais juste avoir une approche peut-être plus ouverte. Et notamment un regard sur l'Occident que je n'aurais absolument pas eu si je n'avais pas été au Mexique. Donc on peut avoir aussi un regard extra-occidental en allant en Afrique par exemple, en allant en Inde ou en allant en Asie bien sûr. Mais moi c'était le Mexique. Ça c'était ma première grande rencontre qui m'a transformée. Et je pense que je suis vraiment très imprégnée de culture mexicaine, même si ça ne se voit pas. Je l'ai vraiment profondément en moi. Et c'est mon trésor, en fait. Et puis après, j'ai fait une deuxième grande rencontre. C'était l'époque où tout le monde allait au Japon, c'était vraiment la chose qu'il fallait faire. C'était l'époque où le Japon allait très très bien, il y avait beaucoup d'argent et ils étaient très contents d'avoir des gens, des Européens en particulier, ils aiment bien les Européens qui viennent chez eux. Et donc j'ai travaillé au Japon pendant 6 mois et j'ai fait la découverte du Japon. Et j'ai vu des similitudes avec la culture mexicaine et des différences absolument incroyables. Et notamment le fait qu'au Japon, on est dans un pays paisible. On est dans un pays où les gens ne volent pas, où les gens ne te bousculent pas, sauf exception, bien évidemment. Mais en gros, on est en sécurité. Tout est prévu avec énormément de bienveillance et de soins. Il y a un respect absolument incroyable, non seulement pour les personnes, ce qui est déjà beaucoup, mais pour les enfants, enfin les enfants sont des personnes, mais pour les enfants, les animaux et les choses. Ça, c'est très joli. Les Japonais respectent les choses. Et les choses, c'est la nature aussi. Mais c'est aussi juste des choses, des objets, vraiment... un petit paquet de quelque chose. Par exemple, les yokai, c'est les petits monstres japonais. Donc moi, après, j'ai fait des études de japonais. Je connais assez bien la culture japonaise. Donc les yokai, c'est une pensée un petit peu magique, suivant laquelle on ne jette pas les objets. Et notamment les ustensiles domestiques, notamment de cuisine, la vaisselle. Ça, on ne le jette pas, on en prend soin et en fait, on n'a pas le droit de jeter. Donc, on le jette pas parce qu'il y a une âme dans chaque objet. Donc, on va garder ces objets-là. Évidemment, ça passe de génération en génération et vous imaginez bien que ça finit par être un peu usé au bout d'un moment. Donc, la pensée, c'était au bout de 100 ans, on a le droit de jeter les choses. Donc cette vieille cuillère toute abîmée, ces assiettes tout ébréchées, au bout d'un moment, on a quand même le droit de les jeter. On les jette, mais l'âme, l'esprit, on va dire plutôt l'esprit que l'âme, l'esprit de ces objets vont se venger de nous et ils vont venir la nuit sous forme d'assiettes qui marchent ou de cuillères qui marchent et ils vont nous embêter, ils vont nous enquiquiner, ils vont nous tirer les cheveux, nous pincer le nez et il y en a qui sont très très laids et qui vont vraiment nous embêter beaucoup et nous faire peur. Hein. L'idée c'est un peu naïf, c'est un peu comme nous au Moyen-Âge, on voit le diable et ben, ça faisait peur, nous ça nous fait un peu rire, mais eux ça leur faisait peur au Moyen-Âge ces images du diable. Et là, c'est des petits diables, donc c'est pas pour nous envoyer en enfer, c'est juste pour nous rappeler quand même un petit pincement que les objets aussi ont de la vie en fait. Moi, j'ai découvert ça au Japon. J'étais absolument fascinée de pouvoir marcher n'importe où, à n'importe quelle heure et ne jamais me sentir menacée physiquement.
de pouvoir laisser la porte ouverte. Par exemple, j'étais dans un petit village et j'entrais dans un magasin qui vendait des appareils photo. Évidemment, il y avait des Nikon, il y avait tous ces appareils merveilleux. Et la caisse était ouverte et l'argent était là et le vendeur ou la vendeuse n'était pas là. Donc on rentre dans le petit magasin et tout est ouvert. Et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et j'attendais, et puis finalement la personne vient. Je me disais mais c'est pas possible chez nous. Là-bas, les gens ferment par les portes, il n'y a pas de serrure. C'est juste en tir, c'est par intimité. Il y a des petits cloisons tout légers, mais je me suis dit en revenant ici, je me disais mais nous avec nos clés, avec nos portes, en fait on a tout le temps peur de nous faire quand nous piquent nos choses. Dans le métro, on voyait, je me souviens tellement bien, dans le métro à Tokyo, une jeune fille qui était assise, et c'était la mode des jupes très courtes là-bas, et des chaussettes un peu longues, et des chaussettes mais très très courtes. En plus, ils ont moins d'interdits sexuels qu'ici. Et une fille toute mignonne, je sais pas, elle avait 17 ans, un truc comme ça, elle était là, et elle avait un panier sur ses genoux, et dans le panier, il y avait un portefeuille, et elle dormait. Ça n'existe pas ici, la personne prend l'argent et part avec. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est incroyable. Donc ça m'a donné une référence et je me suis rendu compte, on vit dans une espèce de psychose de perdre nos affaires, quoi. En fait, on est hyper tendu, principalement par la peur de perdre notre carte, notre argent, je sais pas, que quelqu'un rentre chez nous. Et c'est un autre monde, quoi. Et puis aussi au Japon, ce qui m'avait énormément frappé, c'est que à l'époque, je pense que les choses ont beaucoup changé depuis, mais à l'époque, c'était une époque vraiment prospère. C'était les années 80, 1980, 90. Il n'y avait pas vraiment de pauvreté. Il y avait bien sûr des gens un peu décalés, des gens marginalisés, ça oui, mais il n'y avait pas de grande pauvreté. Et tous les enfants vont à l'école et ont à manger et sont soignés. Et j'avais l'impression que tout le monde appartenait à la classe moyenne. Et tout le monde était plus ou moins loti à peu près à la même enseigne. Et j'avais l'impression d'être dans un pays en fait communiste parce que je me suis dit mais quelle égalité, c'est incroyable. Alors, bien sûr, il y a quelques grands propriétaires et souvent ça vient de très loin. Ceux qui sont propriétaires de, par exemple, les grandes maisons de saké. Puis bien sûr, il y a les industriels, évidemment. Mais la plus grosse part de la population appartenait en tout cas à la classe moyenne. Et ça, franchement, ça marque. Hein. Après, on revient ici. Et pourtant, la France est un pays qui a en tout cas des principes égalitaires et où les enfants vont à l'école et quand même, il y a une classe moyenne importante. Mais waouh, après le Japon, la France, il y a quand même des choses pas très jolies à voir. Et donc, ça m'a donné une ouverture assez incroyable. Et je pense que si bien ça m'a demandé de l'effort et j'ai appris le japonais, j'ai beaucoup été là-bas, j'ai travaillé longtemps avec des Japonais. Et bien sûr, on est obligé quand même de faire des efforts. Et pareil avec le Mexique, mais je pense que ça permet d'avoir un recul et comprendre mieux le monde dans lequel nous vivons. Et on paye cher parce qu'on est on n'est pas tout à fait comme les autres, on a des repères différents, mais on paye cher d'un côté, mais de l'autre côté on gagne beaucoup et je pense qu'on gagne en recul, en compréhension et je pense qu'on est moins susceptible d'être c'est pas exactement déprimé, mais de perdre un peu le sens de la vie, quoi. On a des repères qui nous donnent beaucoup de stabilité, qui nous permettent de supporter plus de choses peut-être, de plus costaud en fait. Donc ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine, mais bon, c'est un chemin long, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps de connaître une autre culture, même de s'installer ailleurs, ça prend beaucoup de temps, hein. C'est beaucoup d'efforts. C'est pas du tout facile. Mais après, on est plus costaud.
Parce que comme je disais, la vie est longue, il faut bien la remplir. Donc voilà, je la remplis comme ça. Symbole, là ça rejoint un petit peu le Mexique et le Japon, parce que par rapport au Mexique, j'ai découvert les codex précolombiens, j'ai même acheté quelques facsimilés, et je les ai beaucoup regardés, et j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. En fait, c'est des idéogrammes, c'est une écriture. Hein. En général, pas toujours. Parfois, c'était des relations, un petit peu de guerre ou des événements, mais en général, c'est plutôt des calendriers religieux. C'est en fait l'organisation cosmique qui est inscrite dans une écriture très symbolique et qui résume le monde et le cosmos dans lequel nous sommes. Et j'ai trouvé les dessins vraiment très intrigants, très efficaces. Et ça m'a donné plein d'idées en fait. Évidemment, on a vu, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont vu ça, ils les ont détruits tout de suite parce qu'ils ont dû se douter qu'il y avait beaucoup de significations que eux ne pouvaient pas comprendre. Et puis, pour eux, ce n'était pas de l'écriture. De toute façon, ils les ont brûlés. C'était vraiment terrible. Il y en a très peu qui restent. Donc moi, j'avais cette idée que c'est vraiment de l'écriture. Bon, c'était pas mon idée, mais moi, j'ai vraiment adhéré au fait. J'étais fascinée par l'idée que ces images-là, en fait, c'est une écriture, un peu comme les hiéroglyphes en Égypte, et que c'est pas parce qu'on voit des petits personnages et des plumes et des animaux, c'est pas pour autant que c'est inférieur à notre culture, tout au contraire. Et donc je voulais comprendre, évidemment, malheureusement on peut pas comprendre parfaitement, mais on peut en tout cas faire l'effort de voir le rapport entre les différents symboles. Donc je me suis mise à faire ça, je me suis exercée. Je n'ai pas fait d'études dessus, mais je les ai beaucoup regardés et j'ai lu quand même pas mal autour. Donc d'un côté il y a ça, et de l'autre côté il y avait le japonais, et le japonais donc comme en chinois, ce sont des idéogrammes, donc on appelle ça les kanji. Et c'est assez joli, hein. L'écriture japonaise, elle est plus jolie que l'écriture chinoise parce qu'elle est plus ancienne. Hein. L'écriture chinoise, les kanji en chinois ont été simplifiés. En japonais, ils les ont gardés d'origine, donc c'est des caractères qui sont très très jolis. Et donc, je voulais comprendre comment ça marche. Parce que pour moi, il y avait des secrets et j'avais vraiment envie de comprendre. Donc, j'ai appris le japonais. J'ai quelques livres à la maison qui sont vraiment bien parce qu'ils expliquent caractère par caractère d'où ça vient. Donc, évidemment, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, homme, enfin pas homme, humain, c'est ça, c'est soit comme ça, soit comme ça. Donc, en fait, c'est pas un bonhomme avec deux jambes. En fait, c'est deux personnes, l'un qui s'appuie contre l'autre. Et donc, en explorant ces idéogrammes et en les écrivant, parce qu'en fait, il faut vraiment les écrire pour les sentir, pour arriver à vraiment les voir. Comme nous, on a tellement l'habitude de l'alphabet, mais là, tant qu'on les a pas écrits, on les voit pas vraiment. Il faut les écrire. Donc, en apprenant donc les kanji, j'ai pas étudié énormément. Hein, j'ai appris les 2000 et puis voilà, parce que on peut aller bien au-delà de 2000. Hein, 2000, c'est la base. 2000 idéogrammes. Mais c'était merveilleux, vraiment extraordinaire de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, on est en train de parler de symboles. Et donc, ça m'a nourri. Ça m'a vraiment nourri. Parallèle à ça, j'ai fait des études de lettres et j'ai étudié la linguistique structurale où on regarde beaucoup la forme. On a décidé que le sens est déterminé par la forme. Donc finalement, on revient un peu à cette notion de symbole. Et l'intelligence de ces études-là, enfin l'intérêt de ces études-là, c'est des études de lettres, c'est de ne pas juste lire la littérature. À l'époque, c'était peut-être
C'était un peu la mode de regarder aussi d'autres objets, donc les articles dans la presse et même des publicités, bien sûr des films, même des bandes de son. On ne va pas aller jusqu'à la musique. On pouvait étudier n'importe quel corpus et j'ai adoré ça. J'ai fait beaucoup d'études de cinéma. Donc le temps, l'utilisation du temps, et même dans un roman, l'utilisation du temps et de l'espace et de la voix narrative, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le discours marche avec des symboles, c'est toujours une construction, il y a toujours un grammaire et une logique. Que quand je me suis orientée plus vers l'art, j'ai vu l'art pareil, en fait, c'est un langage. Donc même une image qui semble très évidente, comme mettons qu'on dessine, je te dessine, ou je dessine un immeuble, en fait non, ce n'est pas le meuble. Si je dessine un immeuble, ce n'est pas l'immeuble. L'immeuble, c'est là, et ça, c'est le dessin de l'immeuble. Le problème, c'est que les gens confondent, ils vont voir à l'écran une image qui est une photo de quelque chose, donc un film, une prise de vue, et ils vont imaginer que c'est ça la réalité en fait. Et pareil avec une publicité, ils vont voir une pub et puis ils vont confondre l'image et la réalité. Ils ne vont pas comprendre qu'en fait, l'image c'est un discours, et même la chose la plus simple, c'est un discours. La dimension, la lumière, l'angle, tout ça, c'est du discours. Donc l'image, elle a un statut de symbole. C'est une écriture. Et donc moi qui avais fait des études de lettres, je trouvais que dans l'art, je pouvais être très à l'aise. Autant comme j'étais anglophone, c'était un peu gênant de parler en anglais ici. Et puis le français, c'était pas ma langue quand même. Donc voilà, c'était la bonne solution. Allez, je dégage un peu les langues et je bascule vers l'image. Je ne peux pas faire du cinéma, je n'ai pas les moyens. Donc je vais faire du dessin. Donc je me suis beaucoup inspirée des codex précolombiens. Je me suis beaucoup nourrie de l'idée des idéogrammes, des kanji en japonais. Et puis bien sûr de mes études. Donc ça c'était des études bien réussies parce que j'ai fait ce que j'aimais. Et donc pour moi l'image c'est une histoire en fait, c'est une narration, c'est un concept. Et ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas d'importance à la forme, au contraire. Mais voilà, il faut déchiffrer une image, pareil que quand on lit quelque chose, il faut déchiffrer. J'ai commencé par faire des livres qui sont reliés entre eux. C'est un rébus et chaque livre est une partie du rébus. Et chaque livre va prendre un bout du rébus. Et puis après, chaque livre, je vais raconter ça peut-être un peu plus tard pour le mot variation, mais en tout cas, c'était mon premier exercice de chercher un langage, de chercher une grammaire à partir d'images, sans texte. Du coup, il n'y avait pas de texte, il n'y a pas de texte. Voilà, donc symboles, il y a des symboles partout. Peut-être nous sommes des symboles, je ne sais pas. On véhicule des choses, en tout cas. Je vois 3 branches dans transmettre. Transmettre de génération en génération, donc des adultes vers les enfants. Je vois transmettre de personne à personne, donc peu importe la génération. Et je vois transmettre des savoirs. Donc en principe c'est les enfants, mais en fait ça peut aller plus loin puisqu'il y a les étudiants qui sont déjà des adultes. Donc c'est plutôt transmettre des savoirs de manière plus formelle. Donc je vais revenir en arrière pour parler de transmettre aux enfants. Donc là c'est transmettre le savoir-vivre, c'est transmettre en fait
par rapport aux enfants, et notamment ses propres enfants, je crois que c'est vraiment, je vais dire les choses de manière un peu brutale, mais c'est mon vécu. Moi, j'ai un enfant, ça m'a suffi, c'est déjà beaucoup de boulot, mais c'est un peu comme si on prend une grosse cuillère, un objet, et on le met à l'intérieur et on enlève tout ce qu'on a à l'intérieur. On gratte et on enlève tout et on enlève tout comme si on allait chercher la confiture dans un bocal. On va tout sortir, on va tout extraire, on va finir comme une sorte de réceptacle vide et on va tout donner à l'enfant, tout, et il restera rien. On va être vide. Et puis, bien sûr, c'est une image, hein. Mais je crois qu'il faut se faire à l'idée que c'est ça qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on va mourir. Donc, il faut donner tout, en fait. Parce que après, ben, l'enfant est là. Et si l'enfant n'a pas tout reçu, ça veut pas dire argent, mais ça veut dire ta personne, tout ce que tu as à donner, tout ton savoir-vivre, tes connaissances, tout ce qui te fait... qui te donne, enfin toute ta richesse. Si tu le donnes pas, l'enfant va être moins riche que toi. Bien sûr, on s'enrichit, on apprend avec la vie, mais je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il faut tout donner à l'enfant pour lui donner les meilleures chances de vivre sa vie. Et c'est un peu, peut-être c'est un peu bizarre ce que je dis, mais alors, c'est totalement à l'inverse de ce que Françoise Dolto disait, par exemple, que les parents doivent mettre les enfants un peu à distance à un moment donné. Les parents, par exemple, pour préserver leur vie amoureuse, ils doivent un petit peu se séparer des enfants et les enfants doivent apprendre par eux-mêmes. Je pense que c'est tout à fait vrai et c'est scientifique, c'est rationnel. Mais en tout cas, moi, mon vécu, c'est pas ça du tout. Franchement, peut-être je suis un peu dérangée, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que on enlève tout ce qu'on a à l'intérieur et on donne à l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Attention, hein. Paula. Après 18 ans, alors là, tu te démerdes parce que là, c'est bon, là. Après 18 ans, c'est fini, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est... Après, bien sûr, l'enfant est toujours son enfant et si l'enfant vient pour des conseils ou même de l'aide ou même de l'argent, bien sûr, on va donner, mais on va dire, bon, bah, tu sais, là, bon, bah, quand même, cherche des solutions par toi-même, quoi. Et puis, ben, je vais pas te dire tout non plus. J'ai quand même un peu mon jardin secret. Je vais pas vivre à ta place, quoi. Donc, allez, prends des risques. Je vais peut-être te suggérer si je vois un danger qui arrive. Je pourrais te dire, mais franchement, en même temps, il faut un peu se casser la gueule dans la vie. Mais jusqu'à 18 ans, alors là, il n'y a pas de limite, hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, parce qu'on est en train de fabriquer la génération suivante. On est en train de fabriquer des personnes. Hein. C'est pas nous tout seuls, évidemment, mais tout ce qui est le plus intime, le plus... ouais, vraiment le savoir-vivre. Hein. Il faut vraiment donner tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a. Et je crois que si on n'a pas assez reçu, moi j'appellerais ça de l'amour en fait, si on n'a pas assez reçu, on peut non seulement un peu passer à côté des choses, mais faire mal aux autres. Par exemple, un enfant qui va faire attention et ne pas faire mal aux autres, c'est un enfant qui a reçu ce type d'amour, je pense. Faut y aller, quoi. Pour fabriquer une bonne personne, ça demande beaucoup d'efforts. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce type de transmission. Donc la cuillère qui sort tout et qui donne tout à l'enfant. La deuxième transmission, c'est une transmission d'égal à égal, donc entre personnes. Et évidemment, c'est assez ritualisé. Ça se passe souvent dans entre amis. Un lieu fréquent pour ça, c'est les cafés. Au resto, c'est souvent autour d'un repas. Sinon, c'est les collègues. Les amis, et là, je pense que c'est juste des connaissances qu'on se transmet, son expérience, on partage. C'est intelligent de partager son expérience et dire, tu sais, là,
il y a un coup, un bon coup ou un mauvais coup, fais gaffe à ci, là je te recommande ça. C'est de l'entraide, quoi. Je l'appellerai pas solidarité, parce que la solidarité demande un peu d'économie derrière, mais c'est de l'entraide. Et c'est quand même une transmission de connaissances. C'est pas juste être charitable. C'est pas du tout la charité. C'est vraiment passer un savoir-faire et aussi des bons tuyaux, quoi, des bonnes informations qui peuvent aider. Comme je disais avant, quand quelqu'un est en manque d'informations, il faut lui dire, il faut transmettre, il faut prendre le temps. Si quelqu'un a du mal avec un truc administratif, par exemple, ben voilà, on va expliquer. Et voilà, ça aide. Faut aider les autres, quoi. C'est une transmission pour aider les autres, parce que eux aussi, ils nous aident. Hein. Les gens aident. Les gens sont généreux, je trouve. Donc ça, c'est la deuxième forme de transmission. Et la troisième est beaucoup plus formelle, c'est la transmission de savoir. Et je trouve que l'école française, elle a des principes magnifiques, quoique maintenant, il paraît qu'on est en train de les démolir. Par exemple, il paraît qu'on voudrait ne plus inscrire dans le but, enfin, comment dire, dans les programmes, le besoin de développer un esprit critique. Il paraît que là, le mot esprit critique a été sorti, en tout cas pour l'enseignement du français. Enfin, c'est un petit peu, on est en train de passer à une étape, je dirais, où on recule plutôt que d'avancer. Mais en tout cas, l'esprit de l'école, je suis totalement d'accord qu'il faut développer un esprit critique, il faut transmettre des savoirs. Mais je trouve que juste dans la manière, c'est pas toujours bienveillant. Oh, il y a trop d'élitisme, trop de concurrence, trop d'épreuves, qu'on favorise un certain type d'élèves. Il y a trop de casse, il y a une dévalorisation du travail manuel qui est absolument néfaste parce que du coup les enfants qui vont se diriger vers des métiers plus manuels vont se considérer un peu comme comme un peu des enfants qui ont échoué, ils font ça par défaut, et donc ils vont arriver dans des écoles techniques et puis ils vont apprendre avec beaucoup moins d'enthousiasme, ils vont peut-être même pas ne pas être motivés du tout. Enfin, c'est voilà la dévalorisation du travail manuel. Et puis, si on met de côté ça pour quelques secondes et on parle juste des études académiques, trop d'élitisme, trop de casse, trop dur, trop vertical, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à revoir dans le système éducatif. Et pourtant, notre fille a bien réussi, mais je trouve qu'il y a trop de casse, trop de gens qui vont sortir de l'école avec des tas de problèmes, des tas un vécu plutôt euh, qui ne va pas les aider. Cette notion d'échec, je trouve que c'est l'échec de l'école dans ce cas-là, c'est pas l'échec des enfants. Donc, je ne suis pas trop enchantée parce que j'ai pu voir. Alors, je ne veux pas dire que c'est mieux ailleurs, hein, mais en tout cas, un système qui devrait être magnifique est desservi, je trouve, par cet excès d'élitisme. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour créer une élite qui va aller dans les grandes entreprises, qui vont gagner beaucoup d'argent dans l'armement, dans la finance, pour gagner la guerre économique. Et bof, non, c'est nul, quoi, en fait, c'est nul. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde fasse des choses. Et pas juste de jeter à la poubelle ceux qui sont moins brillants, soi-disant, et puis cultiver ceux qui sont les plus rapides, les plus astucieux, et puis les mettre au sommet des sociétés, et complètement déconnectés des autres. En tout cas, pour moi, c'est pas ça la bonne transmission. Donc, oui, voilà ce que je pense voilà ce que ce mot évoque pour moi, la transmission de savoir-vivre et d'information. Les deux premiers, ça va. Je trouve que les gens
font bien, mais troisième, waouh, il y a des choses à voir là-dedans. Changement de culture. Alors, l'union, c'est une grande idée d'harmonie, d'équilibre. Et dans l'union, par exemple dans un couple, il faut qu'il y ait un accord, par exemple un accord politique, un accord esthétique et un accord, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Culturel, parce que la culture c'est important, parce que le mode de fonctionnement des différentes cultures fait qu'on n'est pas forcément très en harmonie, on a d'autres, on a un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément complémentaire, qui n'est pas forcément compatible. Et si on a ces trois choses, donc union culturelle, union esthétique, union politique, c'est quand même costaud, c'est parti pour longtemps. Mais une union n'est jamais permanente, c'est pas quelque chose de figé, il faut que ça évolue, puisque la vie, ça change au fil des rencontres, au fil des difficultés, les choses changent. Et donc une union ne doit pas être figée, donc les valeurs ne sont pas figées. Il faut qu'il y ait une adaptation. À l'intérieur d'une union qui peut paraître parfaite, il y a toujours de la négociation, il y a toujours quand même un rapport de force. Et ce rapport de force peut changer à un moment donné. Il y en a un qui a un peu le dessus, et puis à un moment donné, il y a un peu des étincelles, et puis l'autre peut prendre un peu plus d'espace et de droit. Donc en fait, c'est pas juste un long fleuve tranquille, ça demande quand même une sorte d'adaptation, de rectification, de rééquilibrage permanent. Exactement comme dans une société, on a un pays, on a notre république, on va dire que c'est une union, une espèce de consensus, une espèce de contrat qui a été très bien réfléchi. Mais bon, après, bien sûr, il faut quand même tout le temps, il y a une remise en question, il y a des débats, il y a des rapports de force, toujours. Donc, dans un couple, c'est exactement la même chose. On dit que l'union fait la force. Donc, par exemple, à un moment critique, je trouve soit le couple ou sinon le groupe va s'unir fortement pour affronter la difficulté. Et après, quand la difficulté a été dépassée, eh bien, on va revenir à un état, un fonctionnement plus normal. Et là, du coup, les difficultés, les petites difficultés vont ressurgir. Donc, si par exemple on fait la révolution, il va y avoir une espèce d'union de force absolument incroyable. Ça peut être extrêmement puissant. Après, on va arriver à renverser une situation. Après, il y a une prise de pouvoir, peut-être. Mais bon, tout n'est pas résolu à ce moment-là. Après, il faut renégocier, il faut continuer à ajuster. C'est pas parce qu'on a juste changé le système ou le gouvernement que tout va aller mieux. Hein. C'est toujours quelque chose qui doit se rééquilibrer, s'ajuster, se discuter. Il faut toujours que ça soit un mouvement. Donc voilà, c'est un peu ma vision du mot union. C'est pas quelque chose de permanent. J'ai démarré mon travail d'artiste avec une œuvre qui s'appelle Variations sur plusieurs thèmes. Alors d'où s'est sortie cette idée de variation? Je crois que tout simplement que j'écoutais beaucoup de musique baroque et à l'époque je n'allais pas très bien et en écoutant la musique baroque je me suis sentie très bien en fait. Ça m'a un peu tirée vers le haut. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça me faisait autant de bien d'écouter la musique baroque, et en particulier Jean-Sébastien Bach, que j'écoutais tout le temps. Et j'essaye de décortiquer pourquoi
pourquoi ça me fait autant de bien. Et en fait, il y a un côté ressasser, répéter. C'est un peu comme écouter le clapotis des vagues. C'est quelque chose qui est un peu, pas méditatif, mais comme un espèce de massage qui calme, qui finit par épuiser en fait. C'est une espèce de, oui, quelque chose de circulaire qui recommence. Et on finit par être pris dans le jeu et on se laisse aller et ça continue et ça recommence. Et je trouvais que c'était extrêmement thérapeutique. Mais ça me calmait énormément. C'est beaucoup plus angoissant d'avoir un début et quelque chose qui finit, parce qu'après, à la fin, on se dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer, et comment, et pourquoi, et je ne voulais pas que ça finisse. Tandis que là, ben non, ça repart et ça recommence. Et je pense qu'il y a dans plusieurs cultures, il y a par exemple, des chants où c'est en boucle et on chante, les refrains, par exemple. Les musiques, des musiques répétitives et en fait ça fait beaucoup de bien. C'est un peu comme les berceuses et on écoute et on est emporté par le flot et on réfléchit plus, de toute façon ça recommence. Alors avec la musique baroque évidemment et notamment avec Bach, c'est des variations, donc je me suis dit en fait on peut faire quelque chose continuel, il suffit juste de changer quelques éléments, juste modifier quelques éléments, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc j'ai eu l'idée de transposer ça sur des dessins. Donc j'ai fait des dessins, je me suis dit je vais changer quelques éléments. Donc par exemple le seau va être à droite, et puis après dans l'image suivante je vais mettre le seau à gauche par exemple, où je vais changer la position de la personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'était pas pour raconter une histoire avec un début et une fin, mais de faire des variations. Donc, très rapidement, l'idée est venue de faire des variations sur plusieurs thèmes. Et les thèmes, c'était 4 thèmes qui sont partis d'un rébus. Donc, j'avais un thème que j'appelle le thème de la bonne. Le thème de la bonne, c'est une bonne qui nettoie une baignoire. Et on la voit en étant quasiment jeune fille, en fait, elle n'est pas enfant, mais elle est jeune fille. On la voit comme une femme mûre, et on la voit, ou plutôt une jeune femme, et puis on la voit comme une femme mûre, et on la voit comme une vieille femme. Et cette baignoire, c'est le travail de sa vie. Elle va nettoyer la baignoire durant toute sa vie. Et donc, le thème de la bonne, ça se déroule sur une vie entière. Voilà, donc ça c'était le premier thème. Le deuxième thème, c'est sur un âne qui marche dans un paysage. Et l'âne, il va marcher, il porte un fardeau, il va marcher. Et c'est sur cette image, et à la fin, il va juste rentrer chez lui en fait. Donc là, c'est sur 24 heures. Et le troisième thème, c'est l'hiver. Et j'ai présenté un bâtiment dans un contexte assez simplifié, juste une espèce de grand champ, un bâtiment dans un grand champ. Et on voit ce bâtiment dans 3 saisons. Donc en fait, c'est l'année, c'est les saisons, quoi. Donc c'est l'année. Et le 4e thème, c'est la serre, et on voit une serre. Et on voit un personnage qui arrive au-dessus de la serre. Enfin, c'est pas un personnage, enfin si, c'est un personnage, c'est un oiseau en fait, un oiseau géant, et qui arrache la végétation. En fait, c'est une vigne qui arrache la vigne, qui détruit tout ce qu'il y a dans la serre, et qui ramène la serre à des oisillons qui sont plus grands que lui. Et donc là, il n'y a pas de notion temporelle. Donc voilà, 4 thèmes, donc une vie entière, une journée, une année, et puis atemporel. Et puis, alors, l'idée de la variation, c'était de croiser les histoires. Donc, bien sûr, c'était totalement pour, comment je pourrais dire, c'était une petite aventure, hein, presque un prétexte pour faire des dessins. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, j'ai fait ça sous forme d'accordéon. Donc, d'un côté, on avait l'histoire, comme elle devait se dérouler, et derrière, il y avait une variation sur l'histoire.
Donc dans ces variations, je changeais les objets de place, soit je les démultipliais, soit je les supprimais. Donc j'ai fait ça une première fois et après, dans un deuxième temps, j'ai commencé à mélanger les histoires et aussi à mélanger les styles. Donc avoir un style, parce que les 4 styles étaient très différents, mélanger un style très formaliste avec un style, enfin, un style très stylisé, avec un style beaucoup plus réaliste. Et en fait, j'étais en train de faire un peu mes premiers pas. Donc ça s'appelle Variations sur plusieurs thèmes. Les livres ne finissent jamais puisque les livres c'est des accordions, donc c'est en boucle. Et donc on reprend toujours au point de départ. Et après j'ai mis ce travail de côté et je me suis mise à apprendre la gravure. Et après cette idée de variation, ça m'a tellement plu que je suis revenue dessus, et cette fois-ci avec comme thème le lapin cosmique. Et là, l'idée cyclique, c'est de raconter le cycle de vie du lapin, en commençant par la naissance et en finissant par la mort, mais la mort doit déboucher sur la naissance. Donc l'idée, ce serait de présenter cette grande série de lapins, il y en aura une 60aine, j'en ai fait 48 déjà, de les présenter un peu sous forme d'installation où la fin reprend au début, parce que bien sûr, c'est le cycle de la vie. Donc la variation, c'est en fait une espèce de métaphore pour la vie. La vie est là, après nous on disparaît, on est remplacé, on est des variantes. Ma fille c'est une variation de moi j'ai une variation de ma mère, de mon père. Donc la variation, c'est en fait cette espèce de vie qui se renouvelle tout le temps, sauf si on démolit tout évidemment, et puis de toute façon, même si on est démoli, il y aura d'autres vies, donc voilà, c'est dommage pour nous, mais la vie va continuer. Donc en tout cas, je trouve que c'est très fertile dans le travail d'un artiste d'avoir cette espèce de fil conducteur, et autant dans certains autres sujets que je travaille, il y a vraiment cette notion plus dramatique pas de début et de fin, mais de quelque chose de définitif, de quelque chose qui peut même être angoissant. Là, au contraire, c'est rejoindre une espèce de cycle qui est très ouverte et où finalement la clé, c'est la reproduction, la fertilité, pas l'éternité, mais juste le renouvellement et la continuité. Et ça fait du bien à la tête. Donc voilà. Internet, oui, c'est un outil vraiment bien pour les artistes, pour aller chercher des images, mais aussi pour aller chercher des informations. Évidemment, on s'en sert pour s'informer, pour avoir une matière première, c'est très facile. Après vient la question de si on a envie que ces images soient vues sur Internet. Au début, je n'avais pas envie. Je pense que comme beaucoup de gens, j'étais très pudique. Je me disais que non, parce que quelqu'un va me voler mes images. Et puis voilà quoi, on se sent un peu vulnérable, d'autant plus que sur Internet, les images circulent, on ne sait pas comment et où et quand. Et on est un peu sur ses gardes. Et d'ailleurs, pour faire un site Internet, il m'a fallu du temps. Et plus le fait qu'il y a quand même cette difficulté d'entrer dans la matière, parce que on est artiste, mais est-ce qu'il faut savoir faire de la programmation, savoir construire un site? On peut bien sûr apprendre à mettre à jour un site, mais construire un site, c'est un métier. Donc le ticket d'entrée est un peu élevé en fait. Après, bien sûr, il y a eu Instagram qui a facilité les choses, mais Instagram, c'est quand même moins construit qu'un site, un véritable site Internet. Donc, au bout d'un moment, les gens me disaient « mais oui, vas-y, fais ton site et tout ». Donc, j'ai accepté une proposition, j'ai fait mon site. Et bien sûr, il n'y a personne qui va sur ce site. Mais en fait, j'aime bien l'avoir là parce que c'est un peu comme si c'était
quelque part, c'est un peu plus pratique que l'atelier parce que tout est planqué. Puis après, bon, Instagram, j'ai commencé à peine. J'ai 2 images sur Instagram. Je comprends à peine comment ça marche, mais bon, je pense pas que ça soit très difficile. Après, il y a une circulation d'images parce que soit les gens vont venir chez toi, ils vont prendre des photos qu'ils vont balancer sur Internet, soit ce sont les images sur ton site qui vont se propager, soit c'est des gens qui ont tes images chez eux, ils vont les photographier, ils vont les balancer. Et du coup, si on fait une recherche sur soi-même, on trouve pas mal d'images. Alors, il paraît que quand les images circulent sur Internet, on a très peu de contrôle là-dessus, hein, et on peut pas réclamer des droits par rapport à ça. Donc, j'ai entendu des artistes dire oui, mais moi j'aime pas ça parce que après, j'ai vu une image de moi qui a été copiée par quelqu'un d'autre et que c'est très embêtant ça. Oui, effectivement, ça peut arriver. Moi, c'est pas trop mon inquiétude, je dois dire. Est-ce que j'aime ça finalement, hein, après un peu de recul, oui, je crois que j'aime bien parce que moi, j'ai pas le temps de tout le temps être en train de monter des expos, même de sortir mes gravures. J'ai pas trop le temps pour ça. Je le fais parce qu'il faut le faire, parce qu'on a envie de le faire, mais le temps est très limité. Et moi, j'aime bien partager mes images en ligne et que les gens puissent les regarder. Je trouve que c'est chouette, c'est un peu deuxième niveau, quoi. On les voit moins bien, et puis il y a pas tellement d'explications, mais c'est un peu comme si c'était une sorte de vie parallèle où mes images ont la possibilité d'aller se balader et être vues. Moi, je suis pas contre, je trouve ça bien, ça me dérange pas du tout. Et plus globalement, Internet, évidemment, il a été récupéré par des très grosses sociétés pour traquer nos habitudes et savoir ce qu'on consomme, quels sont les sites sur lesquels on va, etc. Et c'est dommage parce que ce qui devait être un outil d'information est devenu un énorme commerce et gagne énormément d'argent pour des grosses sociétés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et évidemment, c'est assez désagréable. Si on va sur un site, 10 minutes plus tard, on va voir une pub qui a à voir avec le site sur lequel on était. Enfin, c'est... Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein? Il faut bien sûr paramétrer son ordinateur le mieux possible. Mais moi, je ne vais pas arrêter d'aller sur Internet pour autant, hein. Après, je ne suis pas du tout scotchée à Internet, hein. Je peux passer plusieurs jours sans aller sur l'ordinateur, hein, ou sur mon téléphone. Donc, XY. Donc, les femmes, c'est XX et les hommes, c'est XY. Et parfois, je me demande si on a vraiment besoin de l'Y, en fait. Parce que, mis à part le fait de produire des spermatozoïdes pour fabriquer des bébés, est-ce qu'on a vraiment besoin des hommes? Je me demande des fois. Alors, bien sûr, c'est très bien d'être en compagnie d'un homme. Mais le rôle qu'ils ont adopté depuis pas mal d'années, depuis des millénaires, qui est un rôle de domination, je pense, met en doute leur légitimité dans la société. Je pense que ce rôle-là, en occupant ce rôle-là, ils sont en train de se diriger vers la voie de sortie, en fait, parce que on va plus avoir besoin d'eux s'ils continuent comme ça. Donc, les hommes aujourd'hui sont un peu en difficulté parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés dans ce rôle de domination. Leurs jours sont comptés. Ça n'a plus de sens de vouloir toujours dominer les femmes. Et il faut qu'il y ait un autre mode de fonctionnement, en fait. Il faut qu'il soit autre. Et c'est difficile pour eux. Autant pour nous, c'est facile parce que
quand on est dans le rôle du dominé, de l'opprimé, c'est très simple ce qu'on doit faire. On doit gagner la place, on doit gagner les moyens, on doit gagner des droits, on doit s'imposer. Je veux dire, le chemin est facile, pas facile, le chemin est évident. Pour les hommes, céder, non, le maître n'a pas envie de céder, quoi. Voilà, l'esclave a envie de se libérer, mais le maître n'a pas du tout, il n'est pas d'accord avec ça, il ne veut pas céder. Et s'il cède, qu'est-ce qu'il deviendra? Il perd un peu sa raison d'être. Tandis que l'esclave libéré, il sait très très bien, ou elle sait très très bien ce qu'elle veut faire. Donc, les hommes, ils sont un peu en mauvaise posture et je pense qu'il y a eu une grande évolution dans la dernière génération. Je crois que les hommes de 20 ans aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ont évolué, ont compris pas mal de choses. Je pense que souvent les hommes sont les meilleurs papas, par exemple. Donc, bon, moi, si je devais, mettons que j'étais un homme et je devais un petit peu imaginer comment on va vivre dans les siècles à venir. Moi, je dirais que effectivement, les hommes doivent être plus comme des femmes. C'est pas aux femmes d'être plus comme des hommes, parce que cette domination, c'est néfaste. Au contraire, il faudrait être plus comme les femmes. Il faudrait que les hommes acceptent d'être plus comme des femmes. Et je pense que c'est tout à fait possible, parce qu'un homme, il a quand même un X, il a X, Y, il a la moitié de lui, on va dire, hein, c'est un peu en théorie, pas en théorie, c'est un peu une image. On peut dire la moitié d'un homme, de toute façon, est une femme, en quelque sorte. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention quand même à eux, parce que on peut vivre sans eux, en fait. Hein. On pourrait, par exemple, congeler les spermatozoïdes. Je veux dire, je rigole un peu, mais la société a de moins en moins besoin de ça. On a besoin de gens qui mettent la main à la pâte, des gens qui travaillent, des gens qui sont forts, qui sont courageux, qui sont modestes et qui se prennent pas pour le centre, qui veulent pas dominer. On n'a pas besoin de ces hommes-là. On peut vivre sans eux. Et la preuve, c'est que souvent, on vit sans eux, en fait. Souvent, ils sont un peu comme les déchets à la marge de la société, et les femmes sont là, et elles soutiennent tout, elles gagnent de l'argent, c'est le pilier de la famille. Les femmes ont énormément évolué. Maintenant, c'est le tour aux hommes de bouger dans leur tête et un peu de lâcher prise, de se mettre un peu à la hauteur des femmes, c'est-à-dire d'accepter, par exemple, de partager les responsabilités, les tâches, de ne pas vouloir se mettre toujours en avant, de ne pas vouloir monopoliser la parole, toujours avoir le dernier mot, de ne pas vouloir toujours être sur le devant de la scène, de ne pas vouloir toujours avoir plus, en fait, avoir plus de droits. C'est comme si les hommes avaient plus de droits. Ce n'est pas inscrit, c'est inscrit nulle part que les hommes ont plus de droits, en fait. C'est bizarre, hein? Parce que dans la Constitution, on est à l'égalité. Et pourtant, dans les faits, c'est pas ça du tout, quoi. C'est très, très bizarre. Hein. Il y a vraiment du chemin à faire encore. Donc, les femmes, elles ont raison de... C'est pas un rôle très gratifiant, hein, d'être toujours dans la contestation et même dans la fureur, la rage. Mais bon, il faut que ça bouge, quoi. Les femmes sont capables de tout, elles sont capables de faire tous les métiers, même les métiers les plus abstraits qu'on considérait pas du tout adaptés à elles. C'est totalement bidon, évidemment. Les femmes et au contraire, les mathématiciennes, les informaticiennes, d'abord elles ont fait une contribution extraordinaire à leur domaine, mais en plus c'est parfait pour elles parce que ça demande même pas de force physique. Après, la question de la force physique, elle est intéressante. Comment ça se fait que les femmes sont en général plus petites que les hommes? Moi, je ne m'étais jamais posé la question.
Et c'est vrai que c'est bizarre. Comment ça se fait que les femmes sont plus petites, elles sont malingres à côté des hommes? Enfin, c'est bizarre. Moi, j'ai 2 frères, ils sont beaucoup plus grands que moi. Et ben, il paraît que c'est le résultat de millénaires de favoritisme envers les garçons par rapport aux filles, les meilleures euh, nourritures, les femmes toujours à attendre que les hommes aient fini leur plat, les petites filles qui pleurent, on les ignore, un petit garçon lui donne tout de suite ce qu'il veut. Enfin, et puis c'est fou que que ça s'est accumulé de cette façon-là pour avoir un tel impact physiologique. Alors c'est sûr que si on a un mari qui a 10 fois plus de muscles, bah, c'est difficile de se rébeller en fait, parce que cette force physique, elle est assez impressionnante. Et même moi, je suis plutôt grande, je ne sais pas si j'aurais le même état d'esprit si j'étais toute petite. Enfin, peut-être je peux plus facilement avoir un rôle un peu de direction. Peut-être aussi grâce à ma taille, ça aide. C'est très insidieux ces choses. Donc, on ne va pas du jour au lendemain faire des femmes aussi grandes que les hommes, c'est sûr. Voilà, on est parti pour longtemps. Mais on peut changer les esprits. Et juste en constatant que partout dans le monde, bah, les femmes, je suis désolée de le dire, mais elles assument le gros du travail. Hein. Il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant le Covid. Bah, c'était énormément de femmes. Et puis, bien sûr, les gens d'origine étrangère qui assumaient le boulot, quoi. Et mais sans reconnaissance. Enfin, quelques petits applaudissements, mais... à un moment donné, il faut renverser tout ça. Et je pense qu'on est en train de le faire. Donc, et c'est aux hommes maintenant de s'adapter et de bonne grâce, de céder certains privilèges, beaucoup de privilèges qu'ils ont. Et puis on a quand même envie de les garder. On pourrait s'en passer, hein, mais on va les garder quand même. On essaye de les garder, mais il faut qu'ils se tiennent un peu mieux, quoi, qu'ils corrigent, qu'ils fassent un effort. Qui cherchent leur voie, n'est-ce pas? En beauté. Ah, que c'est beau ça. Ah, que c'est beau. Donc, le zinc, c'est un métal blanc, un peu gris, un peu mou, qui n'est pas bon marché quand même. C'est moins cher que le cuivre, mais ce n'est pas bon marché. C'est plus cher que l'acier, par exemple. C'est un métal donc mou et qui est moins résistant, bien sûr, que le cuivre, qu'on utilise en gravure en particulier pour les grands formats. Il est utilisé pour les toitures. C'est un métal qui est, comme je disais, il est mou, il est facile à façonner. Et c'est un gris assez chaud. Le zinc, c'est un métal assez joli. C'est un gris chaud, contrairement à l'acier, qui est froid. Et on l'utilise aussi pour les barres de café. Et ça fait une surface lisse, douce et un peu tiède, très jolie, qui reflète agréablement, qui est très doux en fait, c'est un métal très doux. Et alors je me suis posé la question en fait, pourquoi je ne vais pas dans les cafés, moi? J'ai quasiment pas été dans les cafés, et pourtant j'habite pas Paris, mais je travaille à Paris et je pourrais aller au café tous les jours. C'est assez mythique comme endroit. Le café, j'étais un petit peu au restaurant, mais j'étais peut-être, enfin moins de 10 fois dans ma vie au café, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est très bizarre. Alors on va aller boire une bière. Ouais, c'est ça, ouais. Au café littéraire, c'est très sympa. Oui. Et ben voilà, donc je sais pas, peut-être je suis passée à côté de quelque chose dans la vie. C'est pas fini, hein. Tu auras certainement des occasions. Je pense que c'est à peu près la chose la plus simple qui soit dans la vie. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait. Je pense que c'est...
Oui, mais il faut avoir du temps, c'est ça le truc, hein. Il faut avoir du temps, il faut avoir quelques petits sous qui traînent dans sa poche. Il n'y a rien de moins cher que le café. Et oui, c'est peu. Non, j'ai été quand même un tout petit peu au café, mais en général, c'est parce que bon, il fallait y aller parce que très rarement, hein, mais des fois, bon, bah, il faut pas aller passer par la case café, mais bah, c'était pas forcément des occasions très libres, c'était un peu imposé, quoi, comme un dîner d'affaires, enfin un déjeuner, plutôt un déjeuner d'affaires, c'est pas forcément le meilleur déjeuner de ta vie, quoi. Donc c'était des situations souvent un peu tendues où le mec il est en train de te forcer à accepter un contrat, bon t'es pas trop chaud mais tu dis bon allez hop on va se boire un café puis l'ambiance commence à se chauffer, tu dis oh là là je me fais baiser la gueule comme d'habitude, j'accepte des conditions qui en fait ne me vont pas du tout. C'est pas très bien de négocier ces choses dans un café ou un restaurant, hein. J'ai eu quelques déjeuners d'affaires comme ça aussi, il faut faire très attention à ça, hein. Donc si on t'invite au café pour après te faire céder sur des trucs, des points de travail, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai pas trop été dans le café. Même, je dirais, pour être franche, je suis toujours un peu perplexe quand on m'invite à dîner. Nous, on invite énormément, on a énormément invité à manger. On a dû inviter les gens à manger 1 million de fois. Franchement, on a fait ça. Si on a fait quelque chose dans la vie, c'est inviter les gens à manger. À n'importe quel jour, même si on a un truc important à faire le lendemain, jamais dire non. Toujours ouvrir la porte, toujours donner des gens des choses à manger. Et pourquoi moi j'aime pas trop quand on m'invite à manger? C'est bizarre, non? Parce que normalement la réciprocité, c'est ce qui est de mieux. Eh bien, tout simplement parce comme on l'a fait énormément, on a pris l'habitude. On est assez, surtout Raoul qui fait très bien manger, mais quand même, c'est un travail à deux. On a notre façon de faire et on est généreux. Et on fait ça, je pense, on le fait un peu à la mexicaine, c'est-à-dire que il n'y a pas de formalité. Les gens peuvent arriver à n'importe quelle heure et quand ils arrivent, le dîner est là, le repas est prêt et on donne tout, quoi. On donne tout et on n'impose rien. Si la personne va rester 15 minutes, on lui donne vite, yeah, mange ça, mange ça, mange ça. Et puis la personne s'en va, je suis désolée, mais j'ai rendez-vous. Il n'y a pas de problème, prends encore un bout avec toi et tu le manges en chemin. Si la personne va s'incruster pendant 3 heures, bon ben, on le garde, quoi. On le garde avec nous. Et on va pas le chasser, quoi. Donc des fois, ça bouffe quand même beaucoup de temps. Et surtout, on ne force pas les gens à boire de l'alcool. Il y a de l'alcool, bien sûr, mais on force pas les gens à boire. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est un problème, ça? On oblige les gens à boire de l'alcool avant le repas. Bien sûr, on met des cacahuètes, des trucs, parfois des choses très bonnes, mais il y a cette espèce d'obligation de démarrer avec de l'alcool avant d'arriver à manger. Et donc, la personne est déjà dans un état un peu altéré avant de commencer à manger. Moi, je trouve que c'est pas bien de faire ça. Nous, quand on invite les gens à manger, on démarre immédiatement avec le repas. Et bien sûr, en même temps, on peut rapidement boire un peu d'alcool, même très fort, mais on démarre avec le repas parce que on part du principe que quand les gens viennent manger, c'est qu'ils ont faim. Tout simplement, ils ont faim, on a envie de manger. Et après, bien sûr, on peut passer beaucoup de temps à discuter et continuer à boire. Évidemment, il y en a qui vont prendre un café, il y en a qui vont boire de l'alcool. Et on va prendre tout le temps qu'il faut. On peut discuter de tout, on peut refaire le monde, bien sûr. Mais moi, ce qui me fait très très peur quand je me fais inviter à manger, c'est cette obligation de boire au début et d'attendre le repas. Et je trouve que c'est extrêmement incivil. Je déteste ça, j'ai vraiment du mal. J'ai faim, j'ai gardé mon appétit, j'arrive à 7 heures et à 9 heures, le repas n'est toujours pas sur la table. Et pendant ce temps-là, on m'a fait boire. Et puis, on a pris des petits instruments et on est allé dans ma tête pour chercher des informations, pour me demander ci, pour me demander ça. Moi, j'ai envie de dire stop, j'ai faim, j'ai envie de manger, quoi.
arrêtez de picorer dans ma tête, quoi. Arrêtez de me suggérer des choses, à me demander des choses. Je suis en situation de vulnérabilité, j'ai faim. Là, je commence à boire parce que j'ai soif. Et en fait, je suis en position de faiblesse et vous êtes en position de force. Et je suis chez toi et je suis obligée de bien me tenir, hein, mais en fait, je me sens mal, quoi. Donc, quand les gens m'invitent à manger, et heureusement, c'est vraiment rarement, hein, c'est quand même, ça va, c'est pas un problème dans ma vie. J'ai toujours un peu, si je peux l'éviter, je préfère, hein, sauf si c'est vraiment des bons amis. Alors là, il n'y a pas de problème. Au contraire, là, on va ramener des trucs, on va même faire à manger ensemble et tout ça, mais des dîners très à la française. Moi, je préfère inviter que d'être invité, franchement, hein, parce que c'est nous qui déterminons les règles du jeu. Et la règle du jeu, c'est on mange, on parle après, quoi. Donc voilà, ça c'est le. Alors c'est parti un peu loin des cafés. Et j'ai trouvé ça en Asie, évidemment au Mexique. Au Mexique, tu manges dans l'ordre que tu veux. En Asie, c'est pareil. On ne te dit pas, attendez, d'abord, tu dois manger ça. Et une fois que tu as fini ton assiette, on va te servir ça. Alors, en Asie, on te met ça et ça et ça et ça et ça. Et tu manges ce que tu veux. Si tu n'as pas trop faim, tu ne manges pas beaucoup. On ne va pas contrôler la quantité que tu manges. Voilà, donc les cafés, j'y vais pas pour manque de temps, je pense. Et ben, les restaurants, on n'y va pas beaucoup, mais j'aime beaucoup l'ambiance dans les restaurants. Mais j'aime beaucoup ça. Et puis évidemment, quand on voyage, il faut y aller maximum, quoi. Là, je vais dans tous les cafés, j'adore les cafés mexicains, j'adore notamment à Veracruz. C'est un lieu tropical et les gens sont dehors, un peu comme ici, mais c'est encore mieux. Il y a la musique. À Cuba aussi, c'est juste, on pourrait passer sa journée au café à écouter la musique. Et puis on a soif, donc on a envie de boire, hein, bien sûr. Et c'est la vie, quoi. C'est la belle vie. Hein. Mais ici, bon, j'ai pas trop le temps, quoi. En tout cas, avant la guerre, les gens allaient beaucoup dehors parce qu'il n'y avait pas la place à la maison, parce que, voilà, on se retrouvait à l'extérieur. La rue, c'était un peu l'extension de l'appartement, quoi. C'est un endroit de jeu, un peu. Enfin, je veux dire, tout est très léger dans le café. On croise des gens, il y a plein de gens différents, il y a du mouvement. Oui. C'est vivant, quoi. Oui, puis on voit les gens, quoi. Mais il faut un peu de temps. Et c'est vrai que ça m'a manqué, je dois l'avouer, je passais un peu à côté de ce plaisir-là. Il n'est pas trop tard pour le faire.